Bonjour, bienvenue à cette seconde journée du CITEM 2025 et à cette conférence consacrée à la troisième édition du baromètre des publics, des musées et des lieux patrimoniaux, réalisée par l'Institut GC, Test GC, GC Test, et auquel le Club Innovation Culture Clic est ravi de s'associer. Je suis Pierre-Yves Lochon et je suis l'administrateur de ce réseau. Cette conférence présente comme chaque année les résultats du baromètre des publics, des musées et lieux de patrimoine, en mettant en lumière les grandes tendances et les enseignements. Alors, ce baromètre s'appuie sur un sondage qui a été réalisé en février 2025, donc il livre des données récentes et pertinentes sur les évolutions des comportements des visiteurs et leurs attentes pour 2025. L'étude permet également de connaître l'attitude du public par rapport aux évolutions des expériences muséales progressivement transformées, notamment par la technologie de l'immersion et de l'IA. Et ce baromètre est enfin un moyen de réfléchir à la manière d'améliorer les outils et les méthodologies permettant aux gestionnaires de lieux de patrimoine d'obtenir une vision précise et actionnable, ça c'est Olivier qui écrit ça, actionnable de leur public. J'aimerais remercier nos intervenantes et intervenants de ce matin, qui se sont levés tôt, comme vous. Magali Buffet, directrice du pôle public de test GC, j'y arriverai pas, qui présentera les premiers résultats du baromètre 2025. Nos deux experts muséaux qui réagiront à ces résultats, Agnès Benaillé, directrice du développement de la communication des publics et du numérique de Paris Musée, et Pierre-Henri Alquier, directeur du développement culturel et des publics du musée des Confluences, qui est celui qui s'est réveillé plus tôt, parmi nous, je crois. Merci. Et enfin, Olivier Alloire, fondateur de l'Institut GC et aujourd'hui directeur du développement de Test GC, à qui je vais tout de suite donner la parole. Bonjour à tous. Moi, en quelques mots, c'est pour contextualiser. Et aussi cette nouveauté 2025, c'est qu'on s'est rassemblé avec Test. Et du coup, on s'appelle Test GC pour le moment. C'est deux univers qui se rapprochent, notamment sur les études culturelles et touristiques. Test qui a été pionnier dans la mise en place des baromètres, notamment pour le Louvre, pour Orsay, qui a mis en place l'observation des publics. Et nous, GC, qui avec aussi 20 ans d'expérience, qui avons d'abord mis en place des études dans le monde des festivals, des théâtres, et après on est aussi également venu sur les musées maintenant depuis une quinzaine d'années. Et on s'est dit que c'était intéressant de se marier ensemble et de construire vraiment une offre sur mesure pour pouvoir vous accompagner vraiment sur tous les types d'études. Donc c'était important d'en parler ce matin avant de venir sur le baromètre. Merci beaucoup Olivier. Alors, quelques petites précisions sur l'organisation de cette heure de conférence. Magali Buffet va vous présenter une synthèse de l'étude, mais encore une fois, ce n'est qu'une synthèse et qu'une partie de l'étude, puisqu'il y a à peu près 30 slides, alors qu'il y en a plus de 100 au total. Je peux peut-être contextualiser l'étude si tu veux. Ah bah, si tu veux, vas-y. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, en fait, on est sur la 3e édition. Pour un peu rappeler l'historique, c'est pendant le Covid, on avait moins d'études de public. On travaillait moins dans les lieux culturels, ils étaient fermés, donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter aux acteurs culturels? On manquait de données un peu macro. Nous, on travaille beaucoup sur des études individuelles pour des lieux, on manquait de données macro et on avait commencé à poser quelques questions sur une étude auprès des Français sur comment ils vivent la culture pendant le confinement. Ça avait vachement marché. On avait eu beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt pour ces premiers chiffres et pourtant il n'y avait qu'une dizaine de questions. Et on s'est dit, on va faire perdurer, construire un peu un outil qui puisse durer dans le temps et le co-construire avec les acteurs culturels. Donc on le construit avec notamment nos clients, avec des consultants avec qui on travaille et qui vous accompagnent au quotidien. Et c'était de se dire comment, sur quel sujet on peut aborder les choses tous les ans. Donc il y a une trame de questions un peu commune et tous les ans on réfléchit sur quelle thématique on peut faire évoluer cette étude. Donc c'est une initiative individuelle propre à TSGC. On cherche à le faire évoluer, on réfléchit à comment le construire et à le faire perdurer dans la durée. Donc on reviendra vers vous sûrement dans les prochaines semaines. Alors comment elle est construite? Elle est construite, donc on le fait par panel. Donc il y a un petit logo que vous voyez qui est Bilendi, qui est notre partenaire pour faire des études auprès des Français avec qui on travaille quasiment exclusivement depuis plusieurs années. Donc je le présente parce qu'il est aussi partenaire. Il nous donne accès à cette étude qui est construite par nous en
en étant partenaire de cette étude. Donc on a interrogé 1000 Français. On aimerait bien en interroger plus à l'avenir, 2000, 3000, pour pouvoir creuser, pour pouvoir aller plus loin. Mais déjà, c'est on va dire un premier étalon depuis 3 ans et on continue à vous partager tous ces chiffres qui doivent vous servir au quotidien dans vos métiers. Alors du coup, sur le déroulé, merci Olivier. Magali va présenter donc une partie de l'étude seulement ce matin, et je proposerai à nos 2 experts muséaux de réagir à certaines parties et certains des résultats de cette étude. Et bien évidemment, à la fin, on va garder les 10 dernières minutes pour répondre à vos questions. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, là, l'idée, c'est de vous présenter un extrait de cette étude-là, des chiffres qui nous ont paru intéressants ou des premières tendances, puisque comme disait Olivier, il y en a, c'est depuis 2019 qu'on a de chiffres, d'autres depuis 2020 qu'on suit beaucoup plus régulièrement. Donc, on commence à avoir des tendances, on se dit que ce serait intéressant de les partager avec vous. La première, évidemment, on n'y coupe pas. Y a-t-il vraiment des Français ? Quelle est la fréquence de visite des Français dans les expositions, les musées, les monuments ? La réponse, heureusement, est oui, mais vous la vivez tous les jours. Il y a 56% des Français qui nous disent avoir au moins visité une fois un musée dans les 12 derniers mois. En moyenne, c'est 4,3 de visites. Alors, le 56%, il augmente. Par rapport à l'année dernière, on était à 51%. Donc, on voit une habitude de visite qui se crée de plus en plus. En revanche, la fréquence de visite diminue un petit peu. On était à 4,1. Donc, ça se compense l'un à l'autre. Et sinon, les publics éloignés, on va dire, qui n'ont pas visité depuis plus de 3 ans ou jamais, on est à 1/4 des Français et ça reste constant. Si on regarde un petit peu plus précisément, puisque je vous ai dit, on avait à la fois les monuments, à la fois les musées, on sait très bien que ce sont des pratiques culturelles qui sont proches, mais pas tout à fait semblables. Donc on leur a demandé plus précisément, est-ce qu'ils avaient visité un monument, est-ce qu'ils avaient visité un musée ou une exposition dans les 12 derniers mois. On a déjà un premier écart qui se crée ici, c'est 49%, donc pratiquement un Français sur 2 a visité un monument dans l'année, alors qu'on est plus proche du tiers, un peu plus, pour un musée ou une exposition. Là encore, on se rend compte qu'il y a des écarts. Ceux qui viennent plus facilement dans ces visites culturelles, ce sont d'abord les jeunes, les CSP+, et les habitants des grandes villes, puisqu'ils ont une offre culturelle aussi qui est souvent plus importante. Alors, on va peut-être demander l'opinion à nos deux experts. Et peut-être commencer par Agnès Benaillé, puisque Paris Musée, c'est à la fois des musées et des monuments. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez ressenti l'année dernière, donc on va considérer l'année dernière par rapport à notre baromètre 2025 sur l'année 2024, du coup, une croissance de votre fréquentation. Et est-ce que vous avez retrouvé votre fréquentation de l'avant-Covid ? Alors oui, on a constaté en 24, on a eu une très belle fréquentation puisqu'on a 4,8 millions de visiteurs dans 14 sites et musées. Donc voilà, ça vous donne, c'est pour donner la proportion. Situés évidemment, nous, à Paris. Paris Musée sont les musées de la ville de Paris. Alors nous, on ne compare pas tellement à 2019 parce qu'on a eu un plan de rénovation important, donc il faut comparer ce qui est comparable avec les chiffres. Donc c'est vrai que, évidemment, par rapport à 2019, on a considérablement augmenté notre fréquentation de plus de 40%, mais on avait aussi quelques établissements qui étaient fermés à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on voit, parce que le record de fréquentation était en 2023, on a eu une légère baisse, notamment en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et beaucoup de lieux parisiens. Oui, voilà, exactement, et de manière très inégale, mais ça reste une très très belle fréquentation et très en hausse, avec une répartition de 2,1 millions dans les expositions temporaires et 2,7 millions dans les collections permanentes, qui ont la particularité d'être gratuites. Pierre-Henri, du côté du Musée des Confluences, est-ce que vous êtes content de votre dernière année ? Oui, c'était une très belle année. Les chiffres sont bons. On a fait 710 000 visiteurs cette année. C'est mieux que l'année dernière, mieux que 2023, pardon, et qui était qui avait rattrapé 2019. Donc 2019, chez nous, c'est bien une année de référence.
Et en 2023, on était déjà remonté à ce niveau-là. Cette année, on le dépasse. Ça s'explique par différents facteurs, mais en tout cas, notre programmation qui est très renouvelée. On ouvre des expositions tous les 3 mois et puis on les accompagne beaucoup par de l'événementiel et des activités diverses et variées. Donc ça compte beaucoup. Et puis, on a vu également cette année nos 10 ans et qui a mis en lumière le musée largement. Donc on bénéficie aussi de cet effet. Merci Agnès et Pierre Henry. Maintenant, je vais revenir un petit peu, alors après ces bonnes nouvelles, sur finalement ces visiteurs qui ne viennent pas. Donc c'est un quart des Français, je vous l'ai dit. On leur a demandé, mais pourquoi finalement vous ne venez pas dans les musées? Quels sont les freins à la visite? Le premier frein, ça reste, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est un frein qui est difficile à lever. La bonne nouvelle, c'est qu'elle diminue par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on en avait quand même 48% qui nous disaient que ça ne les intéressait pas. Donc quasiment la moitié des gens qui ne venaient pas, des Français, qui ne venaient pas dans les musées ou les monuments, ne le venaient pas parce que ça ne les intéressait pas. Ça diminue, donc c'est quand même une bonne nouvelle. En revanche, là, on sent plutôt un effet prix qui commence à augmenter. Les prix qui paraissent trop élevés, finalement, ça se contrebalance. Là, la part augmente de 5 points, finalement, par rapport à l'année dernière, et elle est surtout portée par les jeunes. Et on a aussi, j'en ai parlé quand je vous disais que finalement ceux qui avaient plus facilement dans les musées, c'était ceux qui avaient plus facilement accès. Les habitants des petites villes qui ont une offre qui est souvent moins développée, il y a aussi, ils vont nous répondre qu'il n'y a pas de visite d'exposition près de chez eux. Ensuite, on a effectivement le côté occasion. On ressent qu'il y a pratiquement un de ces visiteurs sur 5 qui nous dit finalement une sortie comme ça, il faut la créer autour d'une occasion, et quand il n'y en a pas, il ne la crée pas spontanément. Donc ça, c'est un enseignement peut-être à rechercher par là, créer des occasions pour faire venir ces publics-là. Ensuite, on a une petite question sur les visites virtuelles. On va ressortir des musées, et surtout, ça c'est un des chiffres, une des plus belles tendances qu'on a justement, une des premières questions qu'on a posées depuis 2019. Donc on a eu un effet Covid évidemment assez flagrant, qui a doublé les visites virtuelles. Donc les visites virtuelles, c'est vraiment les visites en ligne. C'est pas du numérique ou quoi que ce soit, c'est celles qu'on va suivre sur une application, sur un site, etc. Donc on voit, voilà, il y a eu un vrai effet Covid, une petite stagnation, et là ça repart cette année puisqu'on a un Français sur 5 qui nous dit avoir réalisé une visite virtuelle l'année dernière. À noter qu'on parle de visite culturelle, exposition, lieu patrimonial. On n'est pas encore tout à fait au niveau des concerts, puisqu'on est à peu près à 40% des Français qui nous disent suivre un concert soit en direct, soit en replay, en ligne. Mais on grimpe petit à petit sur cette notion-là. Alors, comme le disait Magali, c'est un peu en 2019 que les visites virtuelles ont explosé comme palliatif à la fermeture des lieux culturels. Donc, il y a eu ce bond de 7 à 14% entre 2019 et 2021. En matière de nouvelles visites virtuelles, on a vu plutôt une stagnation depuis qu'on est sorti du Covid, parce que les musées ont évidemment donné toute leur importance aux visites réelles et aux visites physiques. Est-ce que de votre côté, de vos deux côtés, à Paris et au musée du Confluence, vous avez déjà proposé des visites virtuelles? Est-ce que vous continuez à en proposer? Peut-être Pierre-Henry. Alors, on avait initié avant le Covid des dispositifs en version 360 complètement dématérialisés. On les a assez vite arrêtés après le Covid, en fait, où on nous a demandé en fait tellement de revoir les œuvres, de venir au musée, de se déplacer ou de nous déplacer à eux. Donc on a arrêté ces dispositifs virtuels. On en a conservé 2 en fait qui sont un peu spécifiques. Un pour les professionnels parce que nos expositions sont ouvertes à la visite virtuelle pour d'éventuelles diffusions ou de la location. Donc on a un dispositif qui fonctionne assez bien et qui est très commode. Et on a une activité pour des publics très spécifiques qui consiste à
mettre en place un robot social et à visiter en temps réel avec un médiateur dans les salles d'exposition une visite quand on est à l'hôpital, quand on est allongé sur un lit, qu'on ne peut pas se déplacer, etc. On a du coup une application qui permet d'interagir avec le médiateur. Donc il y a le truchement de l'appareil, mais on est quand même en relation avec quelqu'un. L'humain est toujours présent. Et ça fonctionne assez bien dans des conditions très spécifiques, hein, puisqu'il faut à la fois être doté de matériel informatique sur place dans les chambres d'hôpital, et puis voilà, et avoir un peu de disponibilité dans les salles. C'est-à-dire que c'est assez peu conforme à l'usage d'une salle pleine déjà de public ou avec des groupes nombreux. Donc c'est plutôt jour de fermeture. Donc on travaille sur des horaires très spécifiques. Agnès, vous avez fait et vous continuez à proposer, je crois, une visite virtuelle. Non, pas beaucoup. Oui, on en a fait, mais alors par rapport au Covid, si on parle de visite virtuelle, par exemple d'exposition qui emmène et qui est vraiment une visite de découverte avec éventuellement un médiateur, à Paris Musée, on n'en fait pas de cette manière. Ce qui a été développé, c'est plutôt des modules d'exploration thématiques. Alors ça, c'est vrai que le Covid a fait que quelques expériences avaient été initiées, et toutes ces expériences sont aujourd'hui dans une plateforme qui s'appelle Paris Musée Explore, où justement avec cette approche plus aussi parfois participative, ludique. Ensuite, il y a une visite virtuelle qui existe toujours, en effet, qui est celle qui est la visite des catacombes de Paris. Alors on la pense, les catacombes, c'est plutôt un public très international, donc on la pense soit en effet comme une façon de visiter les catacombes à distance, parfois comme une préparation aussi à la visite, mais c'est vrai qu'on y réfléchit. Après, c'est des formats, c'est un dispositif. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment visite virtuelle, finalement filmée de manière immersive avec un conservateur. Moi, ce que j'ai pu faire dans mes précédentes fonctions, ça marche très très bien, mais c'est un format assez lourd finalement en termes de production audiovisuelle, et pourtant qui fonctionne bien, enfin, de mon expérience les années précédentes au Centre Pompidou, à condition que ce soit régulier. Et c'est une très bonne façon de visiter les expositions, notamment quand on est empêché ou à l'étranger. Après, je pense que la médiation, et c'est pour ça que l'expérience du Musée des Confluences sur ces publics-là doit forcément accompagner. Et ça, c'est aussi des difficultés d'organisation. Merci. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser aux conditions de visite. On va rentrer enfin un petit peu, pas tout à fait. On a encore une slide avant de rentrer vraiment dans les expositions et dans les musées et les lieux patrimoniaux. Comment est-ce que les Français s'informent pour organiser une sortie culturelle? Alors la réponse déjà, c'est qu'ils ont des multicanaux. Il n'y a pas qu'un seul canal d'information. Le numérique est, là, encore une fois, la principale source d'information. Les Français vont d'abord aller chercher sur des sites internet et sur les réseaux sociaux leurs informations. Si on regarde un peu plus précisément les sites internet, alors ce sont les jeunes qui vont aller s'orienter plus vers le numérique, et les sites internet, ils vont d'abord aller sur des sites, on va dire, assez généralistes, des sites qui proposent des sorties à faire. Ça va être la première source d'information, et ensuite, ça sera le site de l'institution elle-même. Au niveau des réseaux sociaux, ce qui là est intéressant, et je vais faire le lien avec le bouche à oreille, qui est un petit peu plus loin, c'est vraiment, finalement, au niveau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qu'ils suivent le plus pour s'informer, c'est les réseaux de proches. Ce n'est pas les réseaux des institutions, c'est finalement une recommandation d'un proche, mais via un réseau social. Donc c'est pour ça que je le lis vraiment au bouche à oreille, le tiers. Il y a vraiment un impact important de vos publics sur la fréquentation future. Ils vont porter le message de la visite. Clairement, ça fonctionne puisque ça fait partie d'un cycle qu'ils créent. Là, exactement. La recommandation reste importante à la fois numérique, à la fois en face à face. Et on a quand même l'affichage qui est près d'un visiteur sur deux et surtout est présente, près d'un Français sur deux, pardon, et présente beaucoup plus chez les visiteurs qui ont visité dans les 12 derniers mois. Ils vont être beaucoup plus intéressés et retenir les affichages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils viennent sur un lieu culturel? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va être d'abord et encore une fois toujours votre lieu, vos collections qui vont les faire venir, puisqu'ils viennent enrichir leurs connaissances, stimuler leurs intellects et voir des œuvres. Ça, c'est vraiment leur préoccupation
préoccupation première, quand ils viennent dans un lieu culturel. C'est d'autant plus porté par les seniors et les passionnés. Les passionnés, c'est ceux qui viennent très régulièrement, qui ont des visites plus de 5 fois par an dans des lieux culturels. Voir des œuvres, chercher une expérience unique autour de l'œuvre et de l'objet, ça sera plus les seniors et encore une fois les passionnés. Et le dernier point qui est celui qui m'intéresse finalement un petit peu plus, parce que c'est celui qui, encore une fois, connaît une forte progression, c'est une des tendances les plus marquantes de cette étude, c'est cette vision du musée comme un lieu de vie. On vient pour se détendre, se déconnecter du quotidien. C'est plus de la moitié des visiteurs aujourd'hui, c'est surtout les jeunes, et encore une fois, c'est une progression de 9 points, c'est énorme. Enfin, on était à 42% l'année dernière de ce chiffre-là. Donc voilà, il y a vraiment une tendance qui se dessine de voir le musée ou le monument autrement. Avec qui ils viennent? Alors, on leur a demandé avec qui ils venaient le plus souvent, le plus fréquemment. Les visites seules, finalement, ça reste 16% des visiteurs. C'est un intermédiaire. Et c'est surtout les habitants des grandes villes et ceux qui ont des pratiques les plus courantes. Un chiffre important aussi, c'est pratiquement 3 visiteurs sur 3 qui privilégient et qui aiment les visites avec enfants. Un visiteur. Pratiquement, 29, oui. Je suis un peu puriste, mais c'est un visiteur sur 3, c'est vrai. Et ça va être porté beaucoup plus par les 30-45 ans. Alors ça, c'est logique, c'est la tranche d'âge à avoir des enfants. Les CSP+, et ceux qui ont des enfants. Les visites entre adultes, entre amis, en famille, c'est plus porté par les jeunes. On revient à jouer encore ce côté de lieu, de convivialité, d'aller passer un moment plaisir. On y va entre amis. Ensuite, quels services annexes, on va dire, ils vont aller rechercher? Alors, le parking reste quelque chose qui est extrêmement important pour tous, très important pour plus de la moitié des visiteurs, des Français qu'on a interrogés. Ils vont nous dire on a besoin qu'il y ait un parking. 86% disent que c'est soit important, soit très important. La librairie-boutique, c'est aussi 2/3 des visiteurs qui ont besoin de ce parcours obligé, finalement, dans leur parcours de visite. Et l'espace de restauration, bar, café, c'est quand même pratiquement la moitié, encore une fois, des visiteurs. Je rejoins toujours ce côté lieu de vie, de convivialité, de passer un moment en dehors du temps, se déconnecter un petit peu. Et donc de vivre ce moment au sein d'un musée ou d'un monument. Alors, on avait aussi quelques questions sur les tarifs flexibles, c'est quelque chose, et la gratuité. La gratuité, donc autour des événements, c'est une nouvelle question qu'on a posée cette année. On se rend compte qu'il y a une très forte notoriété des événements nationaux, puisqu'il y a 82% des Français qui peuvent citer au moins un événement national qui va engendrer une gratuité. Le plus connu, c'est évidemment celui qu'on voit vraiment et qui a une forte notoriété qu'on connaît partout, c'est la Nuit européenne des Journées du patrimoine, pardon. Et c'est aussi celle qui a le plus forte fréquentation et le plus fort taux de conversion. Quand je parle de taux de conversion, c'est la part de ceux qui le connaissent et qui y vont. On a pratiquement un quart des visiteurs qui connaissent les Journées du patrimoine les fréquentent. Étonnamment, ou pas, ça c'est vous qui me direz, le deuxième événement qui a le plus fort taux de conversion, c'est les Journées européennes de l'architecture. Donc finalement, il n'y en a que 6% qui les connaissent, mais il y a 20% de ceux qui les connaissent qui vont aller fréquenter ces Journées européennes de l'architecture. La Nuit Blanche, qui est quand même un événement très francilien, c'est pour ça qu'on vous a fait un petit aparté sur les franciliens, puisque elle est bien plus portée par l'Île-de-France. Près de la moitié des franciliens le connaissent et 12% les ont fréquentés. Ceux qui fréquentent ces événements gratuits, c'est vraiment déjà des visiteurs de musées, par principe, plus que de monuments. Ils habitent plus facilement dans les grandes villes et visitent avec enfants. Donc ils créent une opportunité autour de ces journées gratuites pour aller les fréquenter, en plus des visites qu'ils font régulièrement.
ce n'est pas forcément un nouveau public puisque c'est déjà des visiteurs de musée. C'est plus une opportunité supplémentaire pour eux de découvrir, ou avec des animations, ou avec cette gratuité. On avait aussi une question ça fait 3 ans ou 2 ans 2 ans, c'est la 2e année qu'on pose cette question-là, sur les tarifs flexibles, puisque c'était une tendance où on se posait la question, est-ce qu'il y a toujours un intérêt pour avoir un tarif flexible? Donc ce qu'on entend par un tarif flexible, c'est avoir des zones, des moments où il y a des périodes plus creuses, des tarifs peut-être des tarifs réduits, ou avec un autre service qui puisse justement attirer un public soit différent, soit lisser une fréquentation. Donc on demande, est-ce qu'il y a un intérêt pour des tarifs flexibles? Alors la réponse est quasiment unanime, on en a 3/4 qui se disent oui, je suis intéressé. Et quand même, parmi ces 3/4-là, 69% se disent intéressés et prêts à changer leurs habitudes pour justement profiter de cette flexibilité. Ça, c'est un très bel enseignement. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi que ce sont surtout les jeunes qui sont encore une fois portés par ce côté flexibilité, puisqu'ils ont aussi souvent plus de flexibilité de calendrier et plus de contraintes financières. La moins bonne nouvelle, c'est ce 69%. Alors, il est très beau, mais il est plus faible que l'année dernière. Donc, on sent qu'il y a un intérêt toujours très fort, mais un engagement qui se délite un petit peu plus. Alors, on peut raccrocher cette slide à la slide que tu as présentée tout à l'heure, qui disait que 29% des non-visiteurs le justifiaient ou l'expliquaient par le prix et le tarif. Alors, est-ce que nos amis experts ont déjà testé la flexibilité? Je crois que du côté des confluences, vous l'avez essayé, ou une forme de flexibilité. Une forme de flexibilité. Alors, on ne fait pas de yield management, on ne fait pas de variation de tarifs dans la journée ou ce genre de choses. On a déjà une grille tarifaire suffisamment complexe et parfois tout fume pour le visiteur pour qu'il s'y retrouve. Donc on est plutôt dans la rationalisation et on a réformé pas mal de choses. On a changé notre grille tarifaire cette année. On a un peu été vers la simplification pour tout dire. On avait plus de 200 tarifs, on a un peu réduit. Et du coup, le yield management, on met de côté. Mais par contre, on a testé des tarifs à horaire, c'est-à-dire à partir de telle heure, on fait un tarif dégressif ou une moitié prix. On fonctionnait comme ça à l'ouverture du musée. Ça a duré 3 années, on a évalué, on a renoncé. En fait, on avait un effet d'opportunité, pas un effet de levier. C'est-à-dire que les gens qui venaient à 17h bénéficiaient de ce tarif-là, mais auraient payé le plein tarif si on leur avait demandé le plein tarif. Donc on l'a évalué et on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Donc je vais pondérer un peu en disant aussi qu'une partie importante de nos visiteurs ne payent pas son billet, puisque la gratuité est accessible selon les critères en particulier de jeunesse. Donc en dessous de 18 ans ou quand on est étudiant jusqu'à 26 ans, on ne paye pas au musée. Donc notre enjeu est plutôt de faire savoir qu'on peut venir gratuitement plutôt que d'inventer des tarifs complexes. Agnès, est-ce que vous avez envisagé de faire soit du yield management, soit une forme de flexibilité par horaire, par exemple? Pas du tout. Après, ce serait intéressant de voir, parce que le chiffre est intéressant de nombre de personnes qui sont intéressées. Après, il faudrait, nous, on a un public très national et parisien Île-de-France. Après, moi, je vous rejoins, on a une grille tarifaire très large, donc on applique beaucoup de gratuité. Les collections, je le redis, de tous les musées de la ville de Paris sont déjà gratuites, donc on a vraiment une politique de favoriser au plus grand nombre l'accessibilité et que le prix ne soit pas un frein pour venir visiter le musée d'art moderne, le Petit Palais, enfin en tout cas leur collection. Donc on est déjà quand même très engagé sur cette politique tarifaire. C'est un frein, c'est vrai, ça ne veut pas dire non plus que ça va drainer, je pense notamment des publics qui se disent éloignés, ceux qui n'ont pas du tout envie, mais en tout cas il n'y a pas le frein du prix et ça me paraît important. Après nous, sur les plus jeunes, en fait ce qu'on favorise plutôt que la flexibilité, c'est la fidélisation, puisqu'on a un réseau il y a 12 musées concernés avec la carte Paris Musée. Donc, on laisse accessible, par exemple, pour visiter donc,
les expositions qui sont payantes. Voilà, pour un jeune, puisque évidemment en dessous de 18 ans, c'est gratuit, mais pour un jeune, c'est 20 € la carte et ça permet de voir autant de fois qu'on veut la vingtaine d'expositions qu'on programme chaque année. Donc on est plutôt sur ces politiques tarifaires et je pense que, puisque la billetterie est centralisée à Paris Musée, que ça serait extrêmement difficile de pratiquer aussi cette flexibilité. En plus, nous, on a des horaires qui ne sont pas très élargis. On a quelques nocturnes. Hein, les musées ferment à 18 h. Donc, ça nous contraindrait aussi beaucoup par rapport à nos horaires d'ouverture. Mais ça sera intéressant. Peut-être qu'on pourra la poser, cette question de la flexibilité, sur nos prochaines baromètres des publics que l'on fait avec Test, justement. Pierre-Henri, au musée des Confluences, vous avez aussi une carte de fidélité. Ça, vous avez une idée de ce que ça représente en pourcentage des visiteurs? Je ne vais pas vous donner un pourcentage, je vais vous donner une valeur absolue. On a à peu près 15 500 abonnés qui ont acheté une carte et qui peuvent avoir un accès illimité au musée. Je ne vais pas faire le calcul là tout de suite, mais donc elle se rembourse assez vite. Hein. C'est dans une même gamme de prix que Paris Musée. On est autour de 2 visites par carte. Voilà. Donc je crois que c'est 2,1 au dernier comptage. Donc c'est pas énormissime non plus. Les gens se remboursent et on va voir dans la durée. C'est un dispositif qu'on a changé en janvier dernier. Donc on a aujourd'hui une année d'usage. Voilà, il faut que ça se pense aussi dans la durée pour mieux le comprendre, mieux l'évaluer. Alors, on va faire un sondage low-tech. Alors, Olivier ne va pas être content parce que j'appelle ça un sondage. Il va me dire, mais non, il n'y a pas de méthodologie, c'est pas possible, c'est pas mathématique. Donc, le sondage low-tech, hein, vous allez lever la main. Est-ce que vous avez déjà fait de la tarification flexible, alors que ce soit yield management ou que ce soit une forme de réduction sur certains horaires, par exemple? Donc, si vous êtes une institution, je tiens à avoir un panel quand même qui soit à peu près. Donc, seuls les représentants d'institutions lèvent le doigt s'ils ont fait une forme de flexibilité. Olivier, je te laisse. C'est très très minoritaire. On est d'accord. On est d'accord. Très minoritaire et peut-être pas très représentatif. Donc, on ne va pas retenir le chiffre. Maintenant, on va parler des aides à la visite. Comment est-ce que les visiteurs s'accompagnent lors d'une visite? Alors, encore une fois, les aides à la visite, tous les outils de médiation, c'est un essentiel d'une visite, puisqu'il y en a 9 sur 10 qui utilisent au moins un outil classique lors de chaque visite, ou presque. Par outil classique, on entend tout ce qui est livret, plan, cartel, texte sur les murs. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu plus précisément, alors on n'a pas les slides, on les aura sur la version complète, quels sont encore les outils de médiation, les phares? Ça reste ces outils classiques, hein, puisqu'on a d'abord les textes sur les murs, les cartels, le plan de visite, reste le triptyque gagnant. Même si la médiation augmente un petit peu humaine, encore une fois, quand elle est disponible, puisqu'il y a toujours quand même il n'y a pas toujours des visites guidées ou des médiateurs à disposition dans chaque lieu, ou à chaque visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des typologies assez différentes. On a quand même les outils numériques, c'est presque un visiteur sur 2 qui va se tourner vers ces outils numériques, et un quart qui se tourne vers la médiation humaine. On a 20% des visiteurs, en règle générale, qui vont tout essayer. Ils vont faire à la fois du numérique, du classique et de la médiation. Ça, ils sont omnivores, on va dire, en termes de médiation. Ils vont tout chercher. Quand même, un visiteur sur 5. Un quart va plutôt se concentrer sur le classique, le numérique, et ne va pas rechercher de médiation humaine, ou ne va pas dans des lieux où il y aura de la médiation humaine. 5% vont mêler à la fois classique, médiation, et un tiers ne reste que sur du classique. Et on en a quand même 13% qui n'utilisent pas d'outils de médiation, qui préfèrent les visites libres complètement. Alors, par rapport aux outils numériques, voilà, ça fait un des
des sujets qu'on a quand même cherché à creuser, à comprendre un petit peu plus. Est-ce qu'il y a plus d'attentes? Parce qu'on voit que ce sont des outils qui se développent de plus en plus. Finalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a 6 visiteurs sur 10 qui nous disent ce qui est à disposition me convient. J'en ai pas forcément besoin de plus. Et ça, ce sont surtout les seniors. Donc c'est peut-être une rare fois où vous aurez les seniors qui sont très contents de ce qu'ils ont. Non mais il faut le prendre, c'est important. Et surtout, vous avez les jeunes qui, eux, sont ambivalents. Il y en a une majorité ils sont surreprésentés dans ceux qui en veulent davantage, mais aussi dans ceux qui en veulent moins. On voit un équilibre qui se crée, et surtout, autour de ce davantage de numérique, ça reste stable par rapport à l'année dernière. C'est finalement ceux qui en veulent moins, la part augmente un petit peu plus. Ce chiffre me semble très intéressant et j'aimerais bien avoir l'avis de nos 2 experts. Parce que voir que 17% du public souhaite moins de numérique et voir que 61% trouvent que c'est très bien comme ça. J'aimerais poser la question à nos 2 experts. Est-ce qu'on n'a pas atteint une sorte de limite dans la place du numérique dans les musées? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un mouvement vers le ralentissement, voire la déconnexion, et qui vous oblige du coup à vous questionner encore plus qu'avant sur la place du numérique et son rôle en matière de médiation? Agnès. Alors oui, nous, on se questionne beaucoup à Paris Musée, parce que c'est vrai qu'on a très tôt développé beaucoup de dispositifs numériques dans les expositions et dans les collections pour un accompagnement des publics. Alors quand on parle de numérique, c'est très varié, hein. Ça peut être des tables interactifs, ça peut être des vidéos, des films, etc. Donc les dispositifs quand même numériques sont très variés. En général, ils sont plutôt bien appréciés des publics parce que c'est un complément, ça fait souvent partie de la scénographie des expositions. Donc ça illustre parfois des sujets, ça donne aussi une dimension approfondie par thématique, voire parfois ludique aussi pour les publics. Je pense au musée Carnavalet par exemple, qui a été réouvert il y a quelques années avec énormément de dispositifs dans les collections, et on a fait très attention aux différents types de publics, que ce soit les enfants, les adultes, les seniors, y compris aussi des dispositifs numériques envers les personnes en situation de handicap. Après la question, donc je pense qu'en effet, Paris Musée, ça a 12 ans, hein, donc ça a suivi quand même ça. Aujourd'hui, avec l'équipe, on regarde un petit peu aussi les impacts. Moi, je crois qu'il y a à la fois la notion de déconnexion me paraît assez intéressante. On s'interroge, et ça, c'est seulement des études un peu plus poussées qui pourront nous le dire, si finalement le musée ne devient pas aussi le lieu, puisqu'il est souvent visité en famille, où justement on en profite pour ne plus être sur des tablettes, ne plus être sur des écrans. Donc on s'intéresse moins sur les dispositifs numériques qui ont un vrai intérêt pédagogique dans les expositions, mais plutôt aussi sur l'utilisation des applis, notamment de guides par la visite, parce que nous, sur nos outils, c'est assez intéressant, la slide précédente que vous aviez présentée, on se rend compte, même si on essaye de faire moins de papier, d'être éco-responsable, parce qu'il faut aussi intégrer aussi ces enjeux-là, finalement, ils lisent les cartels, les textes de salle, ils prennent le plan guide et le texte d'exposition. Ça reste quand même les outils privilégiés et favorisés des publics quand ils sont en visite. Donc oui, c'est bien de se poser la question. Et puis nous, on étudie aussi beaucoup l'impact environnemental aussi de tous ces dispositifs. Donc ça nous interroge. Donc on est quand même pris parfois par des injonctions paradoxales. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Et quand vous parlez finalement de ce moment quand on est avec des enfants pour de déconnexion, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit en début de présentation, quand on disait qu'il y a finalement plus de la moitié des Français qui recherchent aussi un moment de détente isolé du quotidien, à passer ensemble, et ça revient ça va dans cette logique-là. Après, chez les jeunes, la notion de déconnexion, elle serait à approfondir, parce que sur une autre étude, j'avais vu sur les expériences, je crois, immersives, à la question pourquoi vous venez en faire, la réponse était pour déconnecter.
Donc ça, voilà, c'est aussi. Donc qu'est-ce que la déconnexion chez les jeunes? C'est peut-être la déconnexion finalement autre que celle qui est numérique ou le jeu vidéo par exemple. C'est une façon pour eux de déconnecter. Moi, j'acquiesce à ce qui vient d'être dit. On a aussi un rôle, pas éducatif, mais en tout cas de faire une proposition de se passer de ça, hein. On a vu tout à l'heure une slide où 51% des visiteurs voulaient être face à des œuvres, devant des objets authentiques. Donc mettre un écran entre l'objet et soi, c'est gênant souvent. En tout cas, chez nous, on cherche à construire une relation qui est vraiment basée sur l'humain. Donc, on mise beaucoup là-dessus. C'est un investissement important. On a une part d'à peu près, je crois que c'est 26,5% des visiteurs qui ont été en relation avec un médiateur au cours de leur visite l'année dernière. Donc, soit par une activité réservée, soit par une médiation volante, une médiation postée. Enfin, en tout cas, on cherche à vraiment être en relation avec le visiteur. Ça participe de notre politique d'accessibilité et d'hospitalité. On veut être en relation. Donc, je dirais qu'on a évidemment recours beaucoup à des outils numériques. Il y a des écrans. On en veut le moins possible. On est aussi parfois dans des injonctions paradoxales. On va ouvrir une exposition. On a une cinquantaine de vidéos à voir dans un mois. C'est parfois aussi des dérapages. On va l'analyser, voir comment ça va. Les publics vont se comporter avec ça. Il y a des sujets qui se prêtent aussi plus à sans doute que certains sujets s'y prêtent plus, ça c'est certain. Mais bon, là on est dans le trop plein. La transition est pratiquement toute faite, puisque là on va parler des parcours immersifs. Qui justement, donc on se rend compte qu'il y a 14%, c'est quelque chose qui se développe. Alors on le voit dans les offres, on le voit également dans les pratiques, puisque ça a nettement augmenté depuis un rapport à l'année dernière. Là, il y a 14% des visiteurs qui ont déjà visité des expositions avec un parcours immersif payant dans leur vie. Ce qu'ils recherchent et vraiment ce qui ressort, c'est que pour eux, c'est d'abord un complément aux visites classiques. Donc les 3/4 se positionnent de cette façon-là. En revanche, ce complément, il y en a moins d'un tiers, un peu plus d'un quart qui seraient prêts à payer plus cher pour ce parcours classique. C'est vraiment un complément, mais presque anecdotique, accessoire plutôt, de leur visite, et pas quelque chose sur lequel ils veulent investir. Ils veulent investir du temps, mais pas de l'argent. Alors, je m'adresse à Olivier. Dans Parcours immersif, vous incluez VR ou vidéo mapping aussi? Dans la question, oui, il y avait les VR, il y avait les vidéo mapping, ouais. Okay, et puis il y avait aussi tout ce qui était proposé. Je ne suis pas un gros spécialiste à la VR, mais tu sauras mieux que moi. La réalité augmentée, voilà, réalité virtuelle. Voilà, okay. Donc tout ce qui est en immersion, in situ. Tout ce qui était in situ et qui était proposé au cours de la visite, et aussi dédié à ça, les lieux type Atelier des Lumières, okay, où l'offre est dédiée à, oui, donc, à une offre immersive. Dans les 14% de visiteurs ayant visité les expositions, c'est tout confondu, où ça peut être aura. Ça inclut les lieux dédiés à l'immersion, du coup. Tout à fait. Okay. Alors, l'immersion, c'est un peu le mot à la mode avec l'IA. Depuis quelques mois. Est-ce que du coup, dans une offre muséale d'un lieu culturel, est-ce qu'on se dit qu'il faut répondre à la demande et on a l'impression qu'il y a quand même un appétit du public pour cette nouvelle forme d'expérience? Donc, est-ce qu'on doit y répondre et si oui, sous quelle forme envisagez-vous de répondre à cet appétit ou à cette demande d'expérience immersive? Pierre-Henri. C'est une question compliquée. D'abord, ces dispositifs, ils doivent apporter quelque chose. Ça ne peut pas être une fin en soi. Pour nous, ils sont... On revient à la question de la technologie comme moyen et pas comme ça. objectif. Ça doit apporter quelque chose, ça doit donner du sens, ça doit permettre de mieux comprendre. Enfin, donc, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, au musée, on a recours de temps en temps à des dispositifs immersifs numériques, mais on a plutôt, nous, une volonté de travailler
de façon plus artisanale, de proposer l'immersion plutôt par la scénographie, plutôt par le narratif, travailler des scénarios qui vous embarquent dans un univers, qui vous font changer d'endroit dans la tête, en fait. Hein. Pareil, tout à l'heure, il y avait une statistique que j'ai notée, je crois qu'il y avait la volonté de se déconnecter du quotidien. Donc, à travers une façon de raconter la thématique de l'exposition par une scénographie et un narratif bien ficelé, on arrive à transporter les gens sans passer par des dispositifs numériques qui sont souvent aussi très coûteux. Et donc il y a aussi une question économique importante dans le choix d'y recourir avec économie, on va dire. Est-ce qu'on, alors on parle, je vais te donner la parole, Agnès. On parle beaucoup d'immersion, on va dire visuelle. Je trouve qu'on parle moins d'immersion sonore. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vu qu'il y a cette tendance à l'immersion, quand vous produisez, par exemple, les audioguides d'exposition, vous travaillez plus le côté immersif, ce qu'on appelle le sound design. Est-ce que du coup, c'est peut-être aussi une forme d'immersion, mais qui est moins invasive quand on est face à une œuvre? Alors, on n'a pas d'audioguide. Ok. On n'a pas ce dispositif-là. Par contre, les expositions ou les activités de médiation sont elles-mêmes construites de façon très immersive. Il y a toujours du son. Il y a souvent le recours à des dispositifs spectaculaires. On a une médiation qu'on a ouverte récemment dans un livre géant. En fait, c'est un conte, on appelle ça les contes à gigoter. On invite des enfants à découvrir une histoire qu'on raconte sur une thématique d'exposition. Le livre fait 2 mètres de haut, on ouvre les pages géantes, les gamins sont vraiment dedans. Et à l'intérieur du livre, il y a des dispositifs de pop-up et de jeux qui permettent vraiment de jouer aussi l'interactivité. Donc on est sur des dispositifs comme ça. Et de temps en temps, un peu sur l'odeur, même si c'est difficile d'avoir cette espèce de permanence des odeurs dans les espaces d'exposition. Donc on le joue plutôt sur des petits dispositifs qu'il faut aller découvrir, chercher, etc. Donc ça fonctionne assez bien. Vous distillez un petit peu d'immersion. Il y a un petit peu d'enquête à faire pour trouver. Voilà. Agnès, alors je crois que vous avez essayé déjà les formes d'immersion, notamment en réalité augmentée ou réalité mixte, et vous envisagez d'en faire d'autres. Oui, alors moi, l'immersion, c'est vrai que c'est complexe. L'immersion dans les lieux, en fait, dans les musées, c'est ça la question. Oui, nous, on a une expérience, on a été assez pionniers, puisqu'elle a 5 ans maintenant, qui est réalisée en réalité mixte au Musée de la Libération. Donc ça a fait sens, puisque quand vous visitez le musée, les collections, donc le Musée de la Libération de Paris, vous pouvez en fait faire cette expérience gratuitement, qui vous permet en fait d'aller visiter et vivre finalement le PC de Roll Tanguy, donc d'être finalement plongé sans être complètement, on n'est pas dans des casques de réalité virtuelle, et de découvrir finalement ce lieu animé tel qu'il a vécu ces années et ses fonctions pendant la libération de Paris. Donc c'est une façon, et ces expériences en général immersives marchent bien, c'est-à-dire quand on arrive non pas à reproduire le réel, mais finalement raconter quelque chose qu'on ne voit plus. Enfin, les expériences, je pense aux pyramides d'Égypte, c'est quand même assez fascinant de pouvoir les voir telles qu'elles étaient, en fait. Je pense notamment sur des publics plus jeunes. Après, nous, en termes de complément, on va en effet faire un petit dispositif, donc il s'inscrit quand même dans les attentes, c'est-à-dire qui ne sera pas directement en lien avec l'exposition qu'on présente, mais qui va être, c'est une expérience de réalité virtuelle de petit format, une dizaine de minutes, qui sera lancée le 4 avril, au moment où on va inaugurer notre exposition Matisse et Marguerite, et qui va présenter, donc c'est plutôt une création aussi, moi je crois beaucoup à la création artistique qui est faite par Studio Lucid Realities autour de la danse de Matisse. Voilà. Alors on aurait aimé la mettre dans la salle où on présente les panneaux de la danse de Matisse au Musée d'Art Moderne, mais c'est complexe en termes d'installation aussi, ces dispositifs. Voilà. Donc ça sera une première en réalité virtuelle pour Paris Musée. Après, il me semble que l'immersion, la technologie aussi, on est guidé par ça, les casques sont de plus en plus légers, ça se démocratise, donc les musées ont un rôle à jouer, on ne doit pas non plus couper des publics, parce que les publics qui fréquentent les lieux type l'Atelier des Lumières ou d'autres lieux immersifs, ils ne vont pas dans les musées. Donc il y a aussi peut-être cette question-là, et quand on voit l'expérience des impressionnistes à Orsay, c'était très intéressant, puisque c'est à la fois une expérience qui voyage partout dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a un marché de l'immersion et des expositions, donc
l'expérience plutôt bien faite et permet et génère des revenus au musée d'ailleurs en coproduction. Après, c'est intéressant de le faire aussi au musée et surtout après d'aller voir l'exposition. Donc je trouve que voilà, se couper du lieu, non, et apporter notre aussi contenu scientifique, expertise scientifique à des producteurs maintenant de réalité virtuelle qui sont sur le marché, c'est quand même une garantie de sérieux et de ne pas proposer aussi des choses trop tournées vers gratuitement vers le divertissement ou l'émotionnel, parce que on sait que dans ces expériences, c'est quand même d'abord l'émotionnel qui réagit. Donc voilà, moi je ne l'écarte pas, mais vraiment sur des usages, des publics différents et toujours le contenu et le sens et le récit, le narratif en premier, en fait, les fondamentaux finalement d'une histoire. Et dans le cas de Matisse, vous allez à la fois être en complément d'une visite classique, puisque c'est en complément de l'expo, et vous allez tenter la monétisation. Vous allez essayer d'aller chercher les 28% des personnes qui sont prêtes à payer plus cher, mais vous êtes sur un tarif assez raisonnable. Oui, on sera autour de ces 7 euros. 7 euros pour faire l'expérience en plus. Pour faire l'expérience. Il y a encore beaucoup de gens qui aussi, dans les musées, découvrent l'expérience. Et contrairement, ce ne sont pas les jeunes qui viennent faire les expériences, parce qu'il y a eu un moment cette idée que c'était un levier pour attirer, parce que c'est notre Graal à tous, faire venir des publics, rajeunir nos publics. En fait, non, c'est beaucoup aussi un peu le profil aussi des visiteurs des musées, mais c'est aussi parce que les casques, ils ont pas encore pénétré dans toutes les... Voilà, ça va venir peut-être. Est-ce que le métaverse va exister ? Enfin, on observe. Il faut voilà, avec sagesse et recul. Puis ce qui est intéressant également, c'est ce 28%. De toute façon, vous avez aussi un effet jauge. On ne peut pas faire venir tout le monde dans ces expériences-là. Donc, si déjà, il y a quand même plus d'un quart qui est prêt à aller dans ces jauges-là, ça peut déjà suffire à amortir. Alors, je vais juste un petit peu accélérer parce que sinon, je n'aurai pas le temps de vous parler. On n'aura pas le temps de se poser des questions et de réfléchir ensemble. Donc, on avait aussi un volet qu'on a développé cette année, donc il y a un nouveau volet qui est sur l'IA. Alors, je ne vais pas vous présenter l'IA, je vais partir du principe que vous connaissez tous, mais c'est vrai que dans l'étude, on avait choisi de leur représenter l'IA pour être sûr qu'on partait sur une base commune. Déjà, alors, on a une étude d'Ipsos qui est sortie en mois de février, qu'il a fait pour la saisie, et on l'a mis en parallèle. Les chiffres sont très proches, donc ça donne encore un gage autour de ce résultat. 85% des Français ont déjà entendu parler de l'IA, 54% savent de quoi il s'agit précisément. Donc on a quand même une part importante de Français qui s'intéressent fortement à l'IA. Ce sont encore une fois nos jeunes, nos CSP+, et d'abord les franciliens. 31% ont entendu parler, mais sans vraiment aller chercher ou à comprendre encore exactement de quoi il s'agit. Là, on va retrouver nos seniors et les habitants de plus petites villes. Et les seniors, on les retrouve aussi majoritairement dans ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'IA. Voilà, ça c'est plutôt un cadre. Je continue avec le cadre. Je vais encore aussi aller très vite. On a quand même 43% des Français qui nous disent qu'ils ont déjà utilisé, soit occasionnellement, soit régulièrement, l'IA. Souvent, on est à moins de 1 sur 10. Mais ça... C'est un point zéro, mais on pense que c'est quelque chose qui va fortement augmenter dans les mois et années qui suivent. Si on ramène autour des musées, des visites culturelles, on en a les 2/3 qui pensent que l'IA peut être intéressant, encore une fois, en complément de dispositifs traditionnels. Donc, il y a un vrai intérêt qui se crée, même si on en a quand même 28% qui considèrent que ça n'a pas d'intérêt et que ça n'a pas sa place dans un musée, dans un lieu culturel. Ce sont avant tout ceux qui n'utilisent jamais l'IA et qui ne pensent pas du tout que ça peut améliorer une expérience de visite. Les dispositifs IA, ils sont beaucoup mieux perçus déjà par ceux qui l'utilisent. Vraiment, on a un cycle qui se crée. J'utilise l'IA, j'en vois son intérêt, je vois l'intérêt de le voir partout, qui commence à se créer de cette façon-là. Je vais très vite, je suis désolée. L'intégration dans l'IA dans les musées et les lieux patrimoniaux, ça divise. On n'a pas là, on n'a pas de résultat très marquant, très important. On en a quand même 41% qui pensent que c'est une opportunité qui va permettre d'enrichir l'expérience des visiteurs. Ça, et c'est bien la première fois qu'ils ressortent aussi très rarement dans les études muséales, les hommes qui vont être plus mis en avant, qui vont plus facilement mettre en avant l'IA, les jeunes et les franciliens. Ceux qui considèrent que c'est plutôt une menace qui va dénaturer l'expérience, là, ça sera plutôt
les femmes et les 30-45 ans. Et ni l'un ni l'autre, ceux qui ne se positionnent pas, sont nos seniors. Parmi les craintes, on a un peu creusé pour savoir quelles étaient leurs craintes qu'ils pouvaient avoir autour de l'arrivée de l'IA dans les musées et les lieux patrimoniaux. Les deux craintes principales, la première, c'est de perdre le contact humain avec la médiation humaine. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que quand elle était disponible, il y avait vraiment un engouement vers la médiation humaine. Là, c'est vrai aussi que les Français voient l'IA dans un musée comme un perte de contact et une anonymisation finalement du lieu. Et la deuxième crainte, c'est le prix. Ils ont peur que ça augmente encore plus le prix de leur billet, de leur expérience, de leur visite. Et on voit aussi également qu'il y a un intérêt qui se crée. On est tout à fait plutôt intéressés sur plusieurs dispositifs qu'on leur proposait. Il y a un intérêt. On va parler d'esquisses de préférence. On n'est pas encore sur ce qu'ils recherchent vraiment. L'IA en tant que telle dans un musée, oui, il y a un intérêt. Comment est-ce que ça va arriver? On ne sait pas encore exactement comment, et même eux ne se positionnent pas par rapport à ça. Le PowerPoint sera disponible, je vous promets, si vous voulez regarder ça un peu plus loin. Et je voulais... non, tu voulais... Oui, poser peut-être une question. Donc il y a 65% des Français qui pensent que les dispositifs d'IA peuvent être intéressants en complément des dispositifs traditionnels. Donc une question rapide à nos deux experts. Est-ce que vous proposez déjà de l'IA ou est-ce que vous allez en proposer? Je crois qu'Agnès... Nous, uniquement sur des chatbots en serviciel. Donc là, on en a 3 au musée Victor Hugo, Petit Palais et Carnavalet. Et on vient de les passer en IA générative. Mais on se pose évidemment beaucoup de questions autour de ça, pour les raisons aussi d'éco-responsabilité, mais pas uniquement. Après, l'IA, je pense qu'elle est surtout exploitable aujourd'hui plutôt côté conservation, base de données. Il y a un intérêt à utiliser l'IA. Sur la médiation, si ça rejoint en fait l'outil numérique d'une certaine manière, quelle est notre responsabilité? Est-ce que les musées n'ont pas plutôt aujourd'hui à encourager en effet la médiation humaine, où on y est très attaché à Paris Musée, on a lancé un gros audit là-dessus, et à faire lien en fait, et je pense notamment au public plus jeune et aux études terrifiantes que je lis sur la santé mentale des plus jeunes, liées justement très souvent à la pratique des écrans. Donc je pense qu'il est sage aussi de revisiter notre rôle, notre responsabilité vis-à-vis notamment de ces publics. Et donc, c'est bien de dialoguer, de pouvoir poser n'importe quelle question à son smartphone et à une intelligence artificielle. C'est bien aussi d'apprendre ou de réapprendre qu'on peut poser des questions à des êtres humains, comme on peut répondre au téléphone à des êtres humains. Enfin, il y a plein de fonctions comme ça de l'IA. Et je pense que c'est une vraie question. Et d'ailleurs, la ville de Paris va consacrer le mois d'avril à la santé mentale. Et je pense que c'est un enjeu de société auquel les musées doivent prendre part. Et ce qui est le cas à travers plein d'expériences que vous menez peut-être sur le bien-être, le mieux-être, comment la culture et l'art sont aussi un soin pour prendre soin de sa santé. Voilà. Je dirais également que ça pose une question éthique au-delà de la RSE, parce que je ne sais pas si c'est juste, mais j'entends qu'une question sur ChatGPT, c'est 1 litre d'eau consommée, etc. Donc ça pose quand même question. C'est aussi la question de la confiance. Les musées sont des repères, en tout cas ils sont perçus comme ceci. Si on introduit cette dimension-là de façon trop massive, ça pose la question de la vérité, etc. Donc je ne sais pas si on est encore prêt. Au musée, on n'utilise pas de chatbot. Nous, l'incarnation par un avatar, tout ça, ça nous gênait un peu. Donc, on a choisi de ne pas le faire. On l'utilise beaucoup pour des outils numériques et en partie pour des traitements de données, des redressements, des choses comme ça. On parlait tout à l'heure des marchés publics. C'est d'imaginer comment on pouvait être aidé aussi dans l'administration des dossiers. Ça peut être un sujet. En tout cas, nous, c'est un sujet de vérifier dans les marchés publics à quel point les réponses sont des réponses stéréotypées, parfois générées par de l'IA. On l'a déjà constaté sur certaines réponses de marché. Et du coup, on a intégré dans nos clauses qu'il fallait une attention à ça et on réfléchit éventuellement même à des exclusions.
pour éviter d'avoir des réponses biaisées. Et enfin, dans les expositions, on a actuellement deux dispositifs d'IA intéressants, je vous les partage. Une exposition sur les rêves, elle s'appelle Le temps des rêves. On a fait travailler une grande vidéo, un audiovisuel immersif. C'est une salle d'exposition qui fait 11 mètres de haut, donc on a beaucoup de hauteur et on tapisse le haut de l'exposition par une grande vidéo qui sur le thème du rêve. Donc en fait, on vit un rêve pendant l'exposition, c'est l'idée. Et ça a été généré par une application d'intelligence artificielle. On voulait le tester, ça fonctionne assez bien. Ça pose aussi des questions éthiques et des questions relationnelles aux artistes enfin bref. Mais c'est beaucoup moins cher et on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cette question de coût. Et enfin, un dispositif plus intéressant, je trouve, qui est plus lié au public. À la fin de l'exposition, on invite les visiteurs à poser leurs rêves. Donc, dans un micro, ils vont décrire un rêve et l'intelligence artificielle va le dessiner en direct devant vous. Et donc, on a une succession de rêves évoqués qui tapissent un mur et qui, du coup, créent une forme d'attachement, d'émotion, de livraison. On a quelque chose de relation publique assez intéressante. Donc ça, c'est possible avec ce type d'outils. C'est pas très difficile à mettre en œuvre. Et ça fait son petit effet, je dois reconnaître, et ça laisse quelque chose en tête aussi. Voilà. Alors, On termine. Je vais vite conclure en rebondissant finalement, en faisant une boucle avec ce que vous avez commencé en disant que finalement 2024 avait été une belle année en termes de fréquentation. La bonne nouvelle, c'est que près de la moitié envisage de visiter autant qu'en 2024, et on en a même 18% qui vont le faire plus souvent. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus, et puis je vous remercie à tous pour votre attention. Alors, on va avoir Maxime nous a autorisé à déborder un tout petit peu, comme ça on va pouvoir prendre une ou deux questions voilà, comme monsieur. Jean-Michel Puydebas, directeur de PV2D, expert en culture, tourisme, loisirs. Je m'excuse de casser un peu l'ambiance. À la fois, le chiffre me rassure mais m'inquiète. Un tiers des publics n'ont pas visité de musée. Un tiers des publics ont visité un musée au cours de l'année. Cela veut dire qu'il y en a 2 tiers qui ne l'ont pas visité. Et ce chiffre, si l'on prend sur longue durée, que ce soit les études CREDOC, les études MCC, qui ont 40 ans en arrière, on avait les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'on avait 30 à 1% un tiers des Français qui visitaient un musée dans l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, compte tenu de la création d'offres qui a été considérable dans les 40 dernières années? Vous avez précisé aussi, il y a une grande inégalité territoriale. Vous faites une enquête nationale. Je crois que vraiment, enfin, on parle beaucoup d'ailleurs de la ruralité. Voilà. Donc ça c'est clair qu'il me semble qu'il y a une forte proportion dans votre étude, si je me souviens de vos commentaires, qui touche ces publics. Après, ça ne veut pas dire que, enfin, en tout cas à Paris, puis Lyon, c'est aussi voilà, une grande ville. Donc on n'est pas, nous, représentatifs. Voilà. Mais on sait aussi que malgré la gratuité, malgré... voilà, nous, on a du mal encore à faire traverser le périph', par exemple. Oui, il y a des personnels, des types de publics qu'on ne touche pas. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qui n'appartient pas seulement, évidemment, au musée. On a beaucoup misé aussi sur l'éducation artistique et culturelle. On fait un énorme travail avec... voilà, il y a eu beaucoup de politique. Est-ce que... Oui, c'est vrai que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, je pense qu'il faut faire comme au Mucem, il faut aller en bus, les chercher et leur dire et leur proposer quelque chose. Et ça fonctionne. Voilà, parce qu'il y a, il y a encore ce frein qui n'est pas forcément. Et il y a aussi, j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut aller les chercher et leur dire, c'est gratuit, ça ne coûte rien, venez, essayez. Ça vous demande beaucoup, mais on a ce problème quand même, et nos catégories socio-professionnels, c'est quand même des CSP+, même si nous, on a quand même 20% d'employés, c'est relativement élevé. Bon, après, c'est aussi le reflet du territoire sur lequel on est. Donc, mais on baisse pas les bras. Alors, du côté du musée du Confluence, comment on fait pour faire augmenter cette proportion des publics, et notamment les publics de proximité, à franchir les portes du musée? On a... de la chance parce qu'on a une vraie reconnaissance du public local. On a un ancrage territorial très fort.
Notre public, c'est d'abord un public local et un public qui découvre malgré tout sans cesse. En fait, on est sur une ville d'1,5 million habitants, enfin une agglomération, et on a un peu plus de 50% de primo-visiteurs chaque année, dont une part très importante de locaux. Donc, à travers notre bassin de population, on se renouvelle sans cesse. On va aussi un peu au-devant de ceux qui ne viennent pas à nous. Donc, on a des dispositifs, mais c'est des dispositifs qu'on peut faire dans des petites proportions, des dispositifs coûteux qui nécessitent une logistique, une infrastructure, etc. Mais ça fonctionne assez bien. On va volontiers déployer des médiations en conteneurs, par exemple. Donc, on recrée des conditions d'une forme immersive avec des objets. Alors ça, c'est un élément important. Et c'est la nature de collection du musée des Confluences qui le permet. C'est que pour la médiation, on a énormément de collections à notre disposition. Donc on a une collection spécifiquement pédagogique d'objets authentiques qui représente à peu près 1000 pièces qu'on amène vraiment aux quatre coins de la métropole et qu'on peut amener aussi au-delà, évidemment. Mais on est quand même sur notre bassin, sur notre territoire, quand même circonscrit à une forme de proximité. Donc on ne va pas se déployer trop loin. Moi, peut-être juste un mot par rapport à la question. C'est vrai que dans beaucoup d'études où il y a la force du scolaire, c'est-à-dire que plus on sort aussi dans le milieu scolaire, on fait découvrir les musées, on voit que ça a un impact sur les études qu'on mène sur les différents lieux. Plus il y a de scolaires et plus il y a un développement des offres auprès des scolaires, plus derrière ils vont vouloir venir avec leurs parents. Donc ça aussi c'est un impact. Donc les politiques publiques ont aussi un enjeu là-dessus. On ne pourra pas tout changer sur le public individuel. Il y a un public qu'il faudra accompagner. On le voit dans nos études. Donc on pourra y répondre et on fait aussi plein d'autres enquêtes sur plein d'autres usages, comportements dans l'environnement, dans les déchets. On a toujours cette part de 20% qui ne font pas ou qui ne sont pas intéressés ou autres. Donc on peut répondre en partie par des politiques publiques qui renseignent, qui accompagnent, mais on ne pourra pas attirer 100% des publics. Enfin, 100% des Français à cette offre. Après, il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont venues visiter des musées, quoi. Enfin, je pense que c'est aussi il faut s'en réjouir aussi. C'est une proportion qui augmente et avec aussi un rajoutement. Nous, l'âge moyen, c'est 40 ans. Après, ce qui différencie beaucoup de votre étude, c'est qu'en 2024, nous, on a eu à nouveau 66% de primo-visiteurs. Donc, c'est quand même des gens qui n'étaient pas venus dans les musées de la ville de Paris. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas visité d'autres musées, mais en tout cas, c'est Vous avez conquis de nouveaux visiteurs. Oui, en tout cas, c'est une forte proportion qui est assez étonnante. Voilà. Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Oui, bonjour. Manon, moi je suis architecte depuis quelques années et je suis un master à l'ENSA Belleville sur l'architecture et scénographie et notamment celle d'exposition. Et dans ce cadre, en fait, j'ai écrit un petit mémoire sur la relation des adolescents au musée avec la question, en fait, mais que viennent donc faire les adolescents au musée avec un postulat qui pourrait faire beaucoup de bien aux institutions. Et vous avez dit, Agnès, que tous, c'est le Graal de faire venir les adolescents. Et je voulais savoir en fait pourquoi, sachant que c'est un public qui ne rapporte par exemple financièrement rien, et pourquoi vouloir autant les attirer? Parce que les jeunes sont les publics de demain, d'une part. Après, je pense que c'est une mission, en effet, c'est une population adolescente qu'on perd en fait. Ils viennent avec les parents, avec l'école, en famille, etc. À partir de entre 15, on va dire, et 20 ans, si on s'accorde à peu près sur l'adolescent, le jeune adulte. On les perd un peu, en fait. À 15 ans, ils ne viennent pas au musée, ils ne viennent pas au musée forcément avec leurs copains, etc. Donc, on essaye de les faire venir par d'autres leviers. Vous avez vu, il y a des propositions gratuites, artistiques. Donc, on sait que, par exemple, le concert est un bon moyen de voilà. Et puis, c'est dit dans l'étude, tout ce qui va faire qu'en fait, on vient vivre une expérience de vie en société dans un musée aussi. Et ça, je trouve c'est très rassurant. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts dans les musées, je trouve, un peu partout pour avoir des cafés, des restaurants, des jardins. Nous, on a de la chance d'avoir des musées avec jardin. Donc, au Petit Palais, on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Alors, ils rentrent. Comme c'est gratuit, on peut rentrer. On n'a pas besoin d'un billet, etc. Il y a que le plan Vigipirate.
ils voient finalement au moins la galerie des sculptures. Et puis, s'ils veulent aller après derrière au jardin, c'est ce qu'ils font. Et c'est pas grave, ils sont rentrés dans le musée, ils ont été exposés à une œuvre. Et peut-être qu'ils auront envie d'aller voir les collections derrière. C'est pas un public facile. Donc, on fait vraiment, on essaye de faire des choses un peu différentes, toujours en lien voilà, avec l'exposition. Pour leur dire aussi, c'est un lieu de vie. Voilà, parce qu'on n'a pas vocation à faire forcément des concerts, des soirées DJ. Au Palais Galliera, qui est le musée de la mode de Paris, c'est aussi plus facile quelque part. La mode, c'est un bon vecteur d'attractivité finalement sur ces publics. Mais c'est général en fait. Souvent, ils font d'autres choses à cet âge-là que de venir au musée. Et on ne peut plus trop les obliger. Olivier ? On termine du coup parce qu'on a déjà bien dépassé le temps. Merci à vous. Alors on a présenté quelques chiffres, on voit que c'est passionnant, on pourrait débattre assez longuement. Comme on l'a dit, notre baromètre a beaucoup évolué. On avait plus de 80-90 questions, donc là vous en avez eu qu'une partie. On vous encourage à scanner si vous voulez le QR code et à partir du 2 avril, puisqu'on a une redite d'une conférence mais en webinaire le mardi prochain, avec le clic sur le même format, avec 2 autres intervenants, Musée de l'Air et de l'Espace et la Cité de la Mer, qui viendront témoigner. Mais je vous encourage à télécharger, à le partager aussi, parce que le but de ce dispositif-là, c'est de le partager, c'est vous donner vraiment des indicateurs d'usage, d'attente. Vous aurez à partir du 2 avril un rapport un peu plus détaillé avec des questions qu'on n'a pas abordées, qui vont un peu plus dans le détail. Et on va voir comment aussi le faire vivre, comme je l'ai dit, ce baromètre, pour aller un peu plus loin, sur des temps peut-être d'échange. Voilà, c'est en cours de réflexion là-dessus pour avoir différents temps, parce que là, on n'a qu'une heure, donc on vous donne des éléments clés. Donc rendez-vous pour vos collègues, et si vous voulez être à nouveau avec nous pour le webinaire le mardi 1er avril de 10h à 11h. Et donc, comme l'a dit Olivier, on aura 2 experts différents, donc Musée de l'Air et de l'Espace et Cité de la Mer de Cherbourg. Et je voudrais remercier nos intervenantes et intervenantes de ce matin, Agnès Benaillé, Pierre-Henri Alquier, Magali et Olivier. Et vous souhaitez une très très bonne journée et fin de salon.